Mesdames et messieurs, les membres du Conseil de l'Ordre. Marie-Pascale Piot, bâtonnière élue pour les mandats 2025-2026. Mesdames et messieurs, les bâtonnières, les bâtonniers et représentants des barreaux, des régions de Kiev, d'Odessa, d'Arménie et du Haut-Karabakh. De Constanța, de Chisinau, de l'Union des barreaux moldaves, de Tunisie et de Mons. Mesdames et messieurs les anciens secrétaires de la conférence, Chloé Mifsud et Jennifer De Souza, secrétaire de la conférence élue 2025. Antoine Guillaumard et Hugues Marxua, secrétaire de la conférence 2024. Chers amis, j'espère que nous n'avons oublié personne. Nous déclarons ouverte la 36e rentrée de la conférence du barreau des Hauts-de-Seine. Nous souhaitons dédier cette rentrée à tous les réfugiés. À l'heure où le Conseil national des barreaux crée la Maison des avocats en exil, que cette soirée soit pour nous l'occasion de porter leur voix, de parler solidarité, confraternité, liberté. خاطر آزادی هر دم خوردن باش بر روی بدن تهدید شدن هر دم امروز نمیترسیم از مش یا تفنگ برای حق خود میریم به میدان جنگ اما به جهالت دیگه نمیدیم ته حتی کنه سر ما رو از بدن کم حال سکوت نه خش بیدار است یک انقلاب دیگر در ما پدیدار است خودم به خودم تو گفتی بعد پنداشتی که زنان سکوت میکنن تا ابد با تهدید کردیم به زیر چادری تا دور مویم نکند خدایتان راه شری آخوند طالب رهبر کاذب زنی که نامیدی از شرو امروز مانند جابش تو رو هم میاندازد دور 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 حال مرا ببین میرقصم میخندم میدرانم جامعه اجبار اینک خرسندم که جوانه آزادی رسیده است به این دیار سلامت باد آزادی ریشتن در این دشت جهالت تا بلکه گلزار شود فکرای پوسیده پر از انتحار زندگی آزاد زندگی آزاد زندگی آزاد زندگی آزاد زندگی آزاد زندگی
Sonita Alizada, vous êtes afghane. Vous avez échappé par 2 fois à des mariages forcés quand vous étiez enfant. Vous chantez, vous rappez, vous dites que la musique vous a sauvé. Le succès de l'une de vos chansons vous a permis d'obtenir une bourse d'études aux États-Unis. Vous êtes aujourd'hui réfugié au Canada et vous étudiez la musique et le droit pour, qui sait, devenir avocate. Pour porter la voix des 12 millions de femmes mineures mariées chaque année. Merci Sonita de nous faire partager ce soir un peu de votre rage de vivre. حال برو خانه خونه کن گریه سختر میشه رها کردن جانم و به زودی برمیگردم قندولک هیچ نشون غیر رانم برو اینجا نمان نور چشمانم به جای من تو به جنگ قهرمانم برو زنده نگه دار راه من یا مرگ یا نبوده حکومت ضد زن پس نترس از مرگ یا حبس زنده بودن در قفس لذت نیست کشی نفس برو عزیزم با هم سنگرانم آزرود قدیمی رو باز بخوانید آزادی 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 زنده باد آزادی 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 بخون برایم آزادی 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 زنده باد آزادی 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 شباد من تشنه آزادی قوانین هیچ نمیدانم میدانم که این زن ستیزان قرآن به دست امروز یا فردا نسل تو میدشان شکست نترس از قاتلان و تفنگ دستشان برای حق ما و خودت برو به جنگشان زن و قوی از هرات و مزارچر شدن همه قادر گرفتن قرار حال ما رو بکشن یا ببرن زندان دیگر نمیگیریم از قاتلان هیچ فرمان بشکن سکوت زنجیری بردگی امروز پایان ترس از شروع زندگی آزادی 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 زنده باد آزادی 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 بخون برایم آزادی 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 زنده باد آزادی 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 Merci Sonita d'être avec nous ce soir. À l'heure où des lois liberticides révoltantes s'accumulent sur le sort des femmes afghanes, à l'heure où Aoud Daryei, doctorante en littérature française à Téhéran, retire ses vêtements et s'habille de courage, à l'heure enfin de nous indigner, Sonita, vous incarnez pour nous l'importance de résister. Merci car c'est un honneur de vous avoir reçu ce soir.
Nous avons perdu notre foyer, nous avons perdu notre travail, nous avons perdu notre langue. Nous voulions refaire nos vies, un point c'est tout. Or, cela suppose une certaine force et une bonne dose d'optimisme. Nous sommes donc optimistes. Cet optimisme si bien décrit par Hannah Arendt, nous l'avons tous chevillé au corps, nous autres réfugiés. Je suis l'arrière-petit-fils de Skåne Arakelian, né le 3 janvier 1888 à Izmit, en Asie mineure, naturalisé français par décret en date du 24 octobre 1933. Cette force, cette conviction, je les tiens de lui. En 2023, nous avons été les témoins de la fermeture du corridor de Latchine. Ce qui nous avait été annoncé est malheureusement devenu une réalité pour les 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh, contraints à l'exil en septembre 2024 et désormais réfugiés à Erevan. Parmi eux, 96 avocats, dont seuls 60 continuent à exercer grâce à l'action du barreau d'Arménie et à l'aide de certains barreaux comme le nôtre. C'est avec émotion que nous saluons ce soir la présence du bâtonnier Éric Beglarian, bâtonnier du Haut-Karabakh, de l'Arsar pour les Arméniens. N'oublions jamais que l'Arsar est partie intégrante de l'Arménie historique. Éric, si la COP29 a l'indécence de se réunir à l'heure où nous parlons à Bakou, nous savons qu'au pied du mont Ararat, il y aura toujours un Arménien pour dire « Nous sommes nos montagnes ». Cette année a été une nouvelle occasion de donner vie à nos jumelages. En Roumanie et en Moldavie, nous avons eu des échanges essentiels sur nos exercices et nos difficultés communes. Sur le chemin d'intégration dans l'Union européenne de la Moldavie, nous avons parlé de l'avocat européen, fort d'un socle de déontologie commune faite notamment d'indépendance et de respect de notre secret professionnel. Un soir, Alexander Turkan, bâtonnier de Chisinau, nous a dit « Quand vous viendrez en Moldavie, si vous voulez, je vous emmène à Odessa. » Et il n'a pas fallu plus d'une seconde à Olena Tsabouria, bâtonnière d'Odessa, pour se mettre en ordre de marche. Ce voyage n'allait pas de soi, pour des raisons évidentes de sécurité. Comme pour Kiev en 2023, nous sommes partis contre l'avis de tous. Merci aux confrères des Hauts-de-Seine qui nous ont suivis. Merci à Marie-Aimée Perron qui représentait le CNB. Olena, Alexander, nous ne sommes pas prêts d'oublier ce voyage avec vous. Le passage de frontières, les barrages routiers, les alertes de jour comme de nuit, enfin, les drones et les bombardements. Nous sommes chanceux d'avoir été, encore une fois, les premiers avocats étrangers à venir vous rencontrer et à pouvoir témoigner de vos exercices courageux sous la loi martiale. Car le quotidien d'Olena, ce sont juste avant d'entrer dans son bureau les portraits des confrères morts au combat. Le quotidien d'Olena, c'est le centre d'enrôlement qui n'en finit pas d'arrêter les étudiants en droit à peine diplômés, les confrères en âge de combattre, et même ce membre du Conseil de l'Ordre, délégué par la bâtonnière, est arrêté alors qu'il assistait à une perquisition dans un cabinet d'avocats. Le quotidien des confrères d'Odessa, c'est aussi de financer et d'assembler des kits médicaux pour équiper les pompiers. Merci à notre barreau qui, dès notre retour, a voté une dotation pour participer à cette action. Dans la salle où nous poursuivrons la soirée, notre barreau accueille l'exposition « Visage de la liberté », conçue par l'Union internationale des avocats, le CNB, et le barreau de Nantes. Merci Emmanuel Follop, bâtonnier de Nantes, nous te savons dans la salle. Cette exposition honore des avocats qui prennent le risque de défendre.
Des confrères qui sont poursuivis, jugés, condamnés ou assassinés pour la seule raison qu'ils exercent le métier d'avocat. 15 visages de confrères en danger, symbole de la détermination de certains à faire de l'état de droit une réalité. Parmi ces visages, il y a celui de notre consoeur iranienne, Nasrin Sotoudeh, à qui nous avons consacré la soirée du 10 juin en projetant le film Nasrin. Elle y est filmée clandestinement, entre 2 arrestations, dans son quotidien d'avocate défendant des femmes parce qu'elles refusent de porter le voile. Parler de l'Iran, c'est aussi parler de notre confrère Mohamed Nafaji, parrainé par notre barreau dans le cadre de l'opération lancée par la conférence des bâtonniers. Mohamed Nafaji est détenu pour avoir dénoncé les injustices en Iran. Privé de soins, il vient seulement d'être hospitalisé dans un état critique à la suite d'une attaque cardiaque en détention. Parler de l'Iran, c'est enfin saluer l'infatigable combat de la bâtonnière de Saint-Brieuc, Karine Rivaud-Allan, je sais aussi que tu es dans cette salle, pour la libération des otages Cécile Collère, Jacques Paris et Olivier, dont nous apprenons que le procès se tiendra le 24 novembre prochain. Cécile Collère, détenue dans des conditions dévastatrices depuis 930 jours, privée d'accès à un avocat indépendant et de procès équitable. Professeure de français, elle est interdite de lecture. Ses collègues enseignantes sont venues nous expliquer que c'est dans sa tête que Cécile écrit chaque jour un roman. La défense est plus que jamais menacée. Nous pensons ce soir tout particulièrement à notre consoeur Sonia Damani, ainsi qu'à tous nos confrères tunisiens. Ce bracelet rouge à votre poignet est la marque de notre indéfectible soutien. Sonia est avocate, une grande avocate, farouchement indépendante, elle n'est d'aucun parti politique, elle lutte pour la démocratie. Pour avoir simplement exercé sa liberté d'expression, elle est poursuivie dans 5 procédures pour des délits d'opinion. Qu'est-ce qu'il y a de si génial à conquérir dans ce pays que la moitié des jeunes veulent quitter? Tels sont les propos de Sonia. Arrêtée au sein même de la maison des avocats, Sonia est détenue dans des conditions indignes, inhumaines et dégradantes. 1 douche par semaine, elle vit parmi les rats. La nourriture apportée par sa famille est jetée devant ses yeux. Ses vêtements neufs sont souillés et piétinés avant de lui être remis. Elle est humiliée et agressée par ses geôliers. Sonia sait toutes nos actions. Elle l'aide à rester debout. Sonia nous entend. Sonia nous écoute. Je suis fier d'appartenir à la grande famille du barreau, écrivait Sonia le 23 octobre dernier. Nous tenons à saluer ce soir la présence de monsieur le bâtonnier Abderrazak Kilani, réfugié en France. Réfugié en France après avoir connu les geôles tunisiennes, de même que celle de Ramla Damani, la sœur de Sonia ici présente. Sonia, Abderrazak, vous êtes pour nous des exemples, car comme le disait Robert Badinter, le courage pour un avocat, c'est l'essentiel, ce sans quoi le reste ne compte pas. Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'état de droit est intangible. L'état de droit est sacré. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Rien n'est pour autant acquis. L'heure est à la remise en cause de l'autorité des décisions. Contester la légitimité des juridictions nationales et européennes est devenu un sport national. Dans ce contexte difficile, les avocats doivent tenir leur rang. N'oublions jamais que l'avocat constitue également une garantie essentielle et fondamentale du procès équitable,
en assurant la défense, le conseil et l'assistance des personnes poursuivies comme des plaignants. Comment ne pas citer l'immense Henri Leclerc? Ce n'est que par le progrès du droit que se fera pas à pas le progrès de l'humanité. C'est un combat sans fin, de tous les jours, de toute la vie, de tous les membres de la famille humaine, égaux en droit et en dignité. La défense de la défense, c'est aussi un combat de tous les instants dans l'Hexagone. Il ne suffit pas d'affirmer que l'avocat constitue une garantie fondamentale du procès équitable. Encore faut-il que les actes suivent ces bonnes paroles. À cet égard, les inquiétudes sont réelles après avoir pris connaissance de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Que dire de l'instauration d'un dossier coffre visant à protéger certaines techniques spéciales d'enquête et de l'absence de contradictoire qui en résulte? La défense ne saurait être écartée d'un pan de la procédure. La défense doit toujours être en mesure de s'assurer des conditions dans lesquelles il est éventuellement porté atteinte à des libertés aussi essentielles que celle de communiquer ou d'aller et venir. Le renforcement de l'efficacité de la procédure pénale ne saurait se faire au détriment des droits et des libertés fondamentales. Que dire de ces tentations scélérates visant à restreindre le régime des nullités? Demander aux juges judiciaires, gardiens des libertés individuelles, le respect de ce que le droit commande, ce n'est pas utiliser des stratagèmes. L'exercice effectif des droits de la défense, c'est aussi pouvoir scanner ou photographier des éléments du dossier pénal. À Nanterre, les avocates et les avocats pénalistes ne modifieront pas leurs pratiques. Nous aurions aimé vous dire que la situation s'est améliorée au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine. Il n'en est rien, puisque nous tutoyons un taux d'occupation de 200%. L'exercice à de nombreuses reprises du droit de visite du bâtonnier a été l'occasion pour nous de dresser un tableau inquiétant. Les matelas au sol font désormais partie intégrante du paysage du 133 avenue de la Commune de Paris à Nanterre. Combien de rapports de visite seront nécessaires pour susciter une réaction à la hauteur de l'enjeu? Combien de décisions des juridictions administratives faudra-t-il? Combien de conférences de presse devront être organisées afin d'alerter? La surpopulation carcérale ne permet pas d'atteindre les objectifs qui sont fixés par la loi. Elle ne permet pas de contribuer à l'insertion ou à la réinsertion et à la prévention de la commission de nouvelles infractions. Les politiques pénales privilégiant la construction de nouvelles places de prison ont montré leur incapacité à endiguer la surpopulation carcérale. Une fois encore, tournons-nous vers l'Europe et rappelons avec force que le comité des ministres du Conseil de l'Europe a invité les autorités françaises à examiner sérieusement et rapidement l'idée d'introduire un mécanisme national et contraignant de régulation carcérale. Le barreau des Hauts-de-Seine continuera, je l'espère avec force, d'être au rendez-vous de ces enjeux. Il continuera à dénoncer ce que le Sénat qualifiait il y a déjà 25 ans d'humiliation pour la République. De la même manière, il continuera à agir en dehors des prétoires, comme nous l'avons déjà fait cette année. Je pense notamment au concours d'éloquence à la Maison d'arrêt des femmes de Versailles, auquel nous avons participé, et au succès de la collecte des livres à destination du centre pénitentiaire. La protection de notre secret professionnel reste, pour notre barreau, premier barreau d'affaires français, un combat de tous les instants. L'organisation du colloque d'automne de la Fédération des barreaux d'Europe sur le thème du secret professionnel dans tous ses états a été pour nous l'occasion de le rappeler. Regardons les choses en face. Notre secret professionnel est de moins en moins général, de moins en moins illimité et de moins en moins indivisible.
Ne soyons pas dupes. L'opération de toilettage de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ayant eu pour finalité de consacrer le secret professionnel du Conseil, n'est qu'un leurre. Les perquisitions deviennent trop souvent de simples opérations documentaires. On va chez l'avocat pour avoir des éléments sur le client. Dans la pratique, des perquisitions et des audiences devant le juge des libertés et de la détention, le secret professionnel du Conseil n'existe plus. Voilà pourquoi le barreau des Hauts-de-Seine a saisi la Cour européenne des droits de l'homme afin d'obtenir la censure des dispositions de la loi du 22 décembre 2021, dite loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Nous avons d'ailleurs été rejoints très récemment par la conférence des bâtonniers. Démonstration est ainsi faite que les passagers clandestins peuvent avoir une utilité. Pour les non-initiés, passagers clandestins, nom donné par un professeur des universités pour nommer la conférence des bâtonniers. Nanterre, 4e juridiction de France, a bénéficié de moyens inédits, nous apportant à tous un début de respiration. Avec 1 650 000 habitants, notre département génère à lui seul 4% du produit intérieur brut français et comprend le site de La Défense, premier centre d'affaires européen. Notre juridiction, qui connaît une hausse constante de son activité, a donc des besoins spécifiques. Or, avec 158 magistrats, nous sommes très en deçà de la moyenne nationale de 11,3 magistrats pour 100 000 habitants et à des années-lumière de la moyenne européenne qui est à 22 magistrats pour 100 000 habitants. Concrètement, à Nanterre, il faut attendre 8 mois pour avoir une date de référé, puis 3 mois pour obtenir la décision. Pour les non-initiés, le référé, c'est l'urgence. Il faut attendre 12 à 18 mois pour plaider après la clôture des débats, et quel dossier n'évolue pas en plus d'1 an? Devant les chambres de la construction et de la copropriété, il faut compter 3 à 4 ans entre l'assignation et le jugement. Ce n'est donc pas avec un budget justice raboté de 250 millions que notre département verra enfin ses spécificités socio-économiques considérées. Parce que le manque de moyens crée la tension, nous avons veillé à préserver nos relations magistrats-avocats. Nous avons notamment poursuivi les entretiens de déontologie partagée. Le 21 mars, nous avons célébré la journée de la relation magistrat-avocat en signant un guide de traitement et de règlement amiable des incidents. Pour les non-initiés, l'incident d'audience est ce moment où un désaccord entre un magistrat et un avocat devient tel qu'il exige de suspendre l'audience et de faire intervenir le bâtonnier. L'incident d'audience symbolise le paroxysme de nos incompréhensions respectives. Il est vécu violemment et douloureusement par chacun. Pris dans l'émotion, l'urgence, une mauvaise connaissance de nos contraintes respectives, nous en oublions les fondamentaux. Il est alors important que nous soyons chefs de juridiction et bâtonniers ensemble, des acteurs de la résolution du conflit. La rédaction de ce guide s'est faite à plusieurs mains. Cette étape, parce qu'elle a exigé l'échange et la confrontation des points de vue, a été pleine d'enseignements. Nous ne prétendons pas avoir révolutionné la matière, mais nous avons rédigé un document pratique, sorte de trousse de secours en cas de crise. Il faut croire que notre laboratoire nanterrois n'a pas laissé insensibles les instances nationales, puisque nous avons ensuite été auditionnés par le Conseil consultatif conjoint de la déontologie de la relation magistrat-avocat. Il faut saluer l'excellence des relations que nous avons avec nos chefs de juridiction et de cour. Échanger, innover, parler nos désaccords, veiller à cultiver l'indispensable convivialité, voilà quelles ont été nos boussoles. Je dois juste vous confier ma solitude quand, seule femme, face à 2 chefs de cour, 2 chefs de juridiction et 1 vice-bâtonnier, tous masculins,
Nous démarrons chaque réunion en commentant les derniers résultats du PSG. Ou encore quand le premier président échange avec émotion avec Fabien sur le CSP Limoges. Alors comprenne qui pourra, j'ai envie de vous dire, l'important c'est que eux se comprennent. À ce stade, nous nous devons de faire une dédicace particulière à notre président de tribunal judiciaire, à qui nous avons tout fait faire. L'ouverture de la fête de la musique du barreau au piano, l'inauguration de notre célèbre frigo connecté dont il est devenu un membre premium, la course des héros basket aux pieds un dimanche matin pluvieux. Il m'a récemment soufflé, je le cite, « Je vous préviens, c'est le moment de redescendre, j'ai mes limites, vous ne me ferez jamais sauter en parachute. » Monsieur de Paris, il ne faut jamais dire jamais. Je ne sais pas ce qui nous attend respectivement en 2025, mais je suis certaine que vous et moi, nous serons prêts pour le grand saut. Sur notre chemin de bâtonnat, nous souhaitons remercier notre Conseil de l'Ordre. Une belle équipe de 26 infatigables dans laquelle tout le monde compte. Fort de notre envie commune de bien faire et riche de la diversité de nos regards, nous avons eu la chance d'avoir un Conseil de l'Ordre sur tous les fronts, un Conseil de l'Ordre olympique. Merci, car vous avez été en or. Sur notre chemin de bâtonnat, nous avons pu compter sur la famille des bâtonniers, soudés, solidaires, disponibles à toute heure des week-ends et de la nuit, celle sur qui on peut compter. Merci à la conférence des 100. Merci à notre conférence régionale et à tous les bâtonniers que nous avons croisés. Merci à Jean-Raphaël Fernandez. Il a demandé l'asile à Bruxelles ou il a fini par arriver? Non, il est à Bruxelles. Enfin, merci à toi, Julie Couturier, notre bâtonnière de cœur, présidente d'un CNB à qui nous souhaitons témoigner notre attachement. Dans quelques jours, nous achèverons un mandat en binôme pour la première fois dans l'histoire de notre barreau. À deux, nous avons été bruns et blondes à la fois, gauchers et droitières, modérés et révoltés, fragiles et forts, Gevrey-Chambertin et cocktail yuzu concombre. Disponible puissance 2, doublement motivé, enthousiaste au carré, en petite foulée, à grandes enjambées. Sans jamais rien perdre de nos ADN respectifs, nous avons su être ensemble et rester nous-mêmes, simul et singulis, pour emprunter cette expression latine devenue la devise de la Comédie Française. Nous n'étions pas seuls. Merci à tous les salariés de l'ordre qui nous ont accompagnés et supportés. Rassurez-vous, les hyperactifs sont sur le départ. Enfin, sur le chemin de notre bâtonnat, nous avons été portés par un barreau incroyable. Un barreau fait de nombreux confrères sur qui nous avons pu compter, tout particulièrement en cette année olympique. Un barreau unique, riche de ses différences. Un barreau foisonnant d'énergie, d'enthousiasme, de belles idées. Un barreau fait d'avocates et d'avocats du quotidien, au service de la justice et de l'humain, de femmes et d'hommes passionnants et inspirants. Un barreau auquel nous sommes fiers d'appartenir. Pour tout cela, nous voulions simplement et sincèrement vous dire merci. Merci. Merci.
Marie-Pascale, nous allons bientôt te confier les clés de cette maison. Symboliquement, nous te remettons ce bâton. Devant tous les combats qu'il nous reste à mener, tu pourras compter sur nous. Car avec Henri Leclerc, nous avons envie de croire au matin. À cet instant, nous nous devons de rendre hommage à nos disparus. Bien. La Cour a ce soir une audience importante. Faites entrer l'accusé. Où est l'avocat général? On nous signale que notre procureur vient d'être nommé directeur des services judiciaires et qu'il est parti sur le champ. Excusez-nous, Monsieur Klein, c'est ce qui nous arrive souvent voilà, dans notre tribunal. Donc nous n'avons plus de parquet à Nanterre, c'est bien ça. Je crains. Monsieur le procureur général, où est-il? Monsieur Simamonti, je le vois. Il faut faire quelque chose. Nous désigner quelqu'un, même expérimenté. Enfin, la justice doit passer, monsieur le procureur général. Moi, pas toi. Moi, Étienne Klein, il est pour moi, le dossier, je vous prie. Ouais, quand même. Non mais attendez, regardez-le, il va pleurer, c'est pas possible. Je vais devoir demander un incident pour solliciter un renvoi. Renvoi refusé. Mais enfin, excusez-moi, mais c'est inique ce genre de conditions. Vous m'obligez à en appeler à ma bâtonnière, voilà. Oh non, pas la bâtonnière. Bon, bah, le vice-bâtonnier Ah non, pas le vice-bâtonnier, on va finir devant la Cour européenne. Enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites du guide de résolution des incidents? Oh, le guide de résolution des incidents, mais enfin, c'est pour plaire à la Cour de cassation, maître. C'est très bien, je comprends, je vois comment c'est. Écoutez, monsieur l'avocat général, je vous sens un peu contrit en ces circonstances, on le serait à moins. Je sais que nous ne sommes pas du même côté de la barre, mais je pense que ça n'empêche pas un peu de solidarité entre nous en tant que serviteur de la justice. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous proposer cet ouvrage qui m'a beaucoup aidé lors de la préparation de ma plaidoirie. Il vous aidera à comprendre le dossier. Ça s'appelle La physique quantique pour les nuls. Alors oui, évidemment, il ne vous reste que approximativement 25 secondes avant le début de l'audience pour en prendre connaissance, mais bon, c'est ça de découvrir un dossier à l'audience. Ne vous inquiétez pas, vous découvrirez que le temps est relatif. Écoutez, maître, l'heure avance. On n'est pas devant le tribunal pour enfants avec les audiences qui commencent à 9h et qui finissent à 19h. On n'a pas envie de battre le record de fin d'audience à 3h20 du matin détenu par la 20e. La parole est à monsieur l'avocat général pour ses réquisitions. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, la baignoire de la petite Mathilde a une contenance de 18 000 centilitres. Sa salle de bain est au 5e étage de son immeuble, étant précisé que la pression en eau au sol est à 4 bars, mais décroît
de 30 000 pascals par étage. La petite Mathilde, un peu demeurée probablement, n'a ouvert qu'aux 3/4 son robinet, d'une capacité de 12 litres par minute, à 4 bars de pression. Enfin, la petite Mathilde, qui persiste et signe dans la médiocrité, n'a pas été fichue de réparer la fuite de sa baignoire de 3 décilitres par heure. Si ses voisins se demandent quand est-ce qu'elle va mettre fin aux dégâts des eaux qu'elle provoque, celle-ci s'interroge. En combien de temps sa baignoire sera-t-elle remplie? Je ne sais pas, Mathilde. Je ne sais pas, va te faire une tisane, reviens dans 5 minutes, peut-être qu'elle sera remplie, ta baignoire, ou peut-être pas. Alors, tu t'y glisseras, et tu laisseras l'eau chaude remonter lentement le long de ton corps, et tu te sentiras vivante. Un instant pour toi, hors du temps, dans le silence d'un bain qui coule. Vous l'aurez compris, je suis de ceux qui prennent des bains et ne se demandent pas pourquoi ils flottent. Je suis de ceux qui mangent les pommes sans s'interroger sur le pourquoi de leur chute sur mon crâne. Je suis la France du bon sens paysan, celle qui en a assez qu'on lui dise où, quand, comment regarder les étoiles quand le monde autour d'elle s'effondre. La France qui est ancrée dans le réel et pour qui la science commence à prendre un peu trop de place. Vous le dites vous-même, Monsieur Klein, notre monde fait office de masque. Il est un parasite, il faut s'en départir. Si chaque chose apparaît comme étant manifestement vraie, vous soutenez qu'il n'en est rien, qu'on ne peut pas croire nos sens. La belle affaire, tout est mesuré, tout est quantifié, tout obéit à des règles établies, tout est prévisible, mais surtout, et merci à vous pour cela, tout est parfaitement incompréhensible pour vous, moi, même l'évidence. Mon cher maître, vous m'avez tendu tout à l'heure la physique quantique pour les nuls dans un élan pathétique de prétendue solidarité. Je sais que vous avez l'air d'un enfant malade. Je ne suis pas Nagui et nous ne sommes pas au Téléthon. C'est un procès pénal. Il n'y aura jamais le moindre début d'amitié entre nous. Je suis un homme éclairé. J'ai fait mes humanités. Je n'ai certainement pas besoin d'un bouquin pour les nuls. J'ai lu, mon cher maître, j'ai lu Introduction à la physique quantique. Comprendre l'introduction à la physique quantique. Oui, et le boson de Higgs, et bien entendu la célèbre trilogie, Bécassine et les isotopes radioactifs, Bécassine brille dans le noir, et Bécassine et le cercueil de plomb. Je n'en ai retenu qu'une chose, que Richard Feynman, éminent spécialiste de la physique quantique, avait retenu avant moi, je le cite, « Personne ne comprend vraiment la physique quantique ». Ce soir, Madame la Présidente, cher juré, vous suivrez les réquisitions du parquet et vous décapiterez, dans le respect du contradictoire, de la délicatesse, de l'égalité des armes et de la Convention des droits de l'homme. Oui, vous décapiterez cette hydre qui s'est fait une place bien trop importante dans nos vies et qui continue à en prendre. Ce soir, je suis le bras armé de la justice, le dernier rempart contre la science. Je démontrerai qu'Étienne Klein s'est rendu coupable des chefs de sédition en vue de renverser les institutions de la République, et qu'à cette fin, il a détourné des fonds publics. Enfin, je vous prouverai que pour accessoire de ces crimes, Étienne Klein s'est rendu coupable de meurtre. Monsieur Klein, vous êtes physicien, philosophe des sciences, vulgarisateur. Vous avez écrit plus d'une trentaine d'ouvrages, dont Le pays qu'habitait Albert Einstein. Il était 7 fois la Révolution, Albert Einstein et les autres. Plus récemment encore, L'éternité béante, anagramme de Albert et Étienne. Vous portez également au revers un scarabée en hommage à Albert. Monsieur Klein, ce qui est frappant avec vous, c'est cette grosse projection sur Albert, vraiment. Le parquet a hésité à demander une expertise psychiatrique. Nous n'en avons plus les moyens.
Aussi partirons-nous du principe que vous disposez de toutes vos facultés mentales. Vous savez, Étienne, je pense qu'Albert ne serait pas très fier de vous. La science était un phare dans la nuit, mais depuis sa mort, c'est un peu le naufrage. Je crois que vous êtes parfaitement lucide à ce sujet. En témoigne la programmation éclectique de l'émission que vous animez chaque dimanche sur France Inter. 480 épisodes, forcément, sur la fin, ça s'essouffle un peu. J'en ai la liste. Y a-t-il une métaphysique du vélo? Pas d'émission pour cause de grève. La vie des sols n'est-elle pas palpitante? Pas d'émission pour cause de grève. De quoi la haie est-elle le signe? Pas d'émission pour cause de grève. Nous sommes sur le service public. Édifiant. Je mets ce soir en garde la cour, sous ces airs de sympathique Keith Richards, de laboratoire Le Teint Allé, la voix suave et chaude, qui prodigue tous les dimanches sa science sur la pression métaphysique des pneus d'un vélo, se cache quelque chose de beaucoup plus sombre. Étienne souhaite vous prendre ce que vous avez de plus précieux, ce que la loi vous garantit, et qui se résume dans cette seule question. Avez-vous une intime conviction? Étienne souhaite vous prendre votre intime conviction. Devant cette cour, hors de cette cour, chaque jour, chaque heure, vous verrez ce soir qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession, mais qu'Étienne n'attend pas. Étienne prend. Non, il ne prend pas. Il accapare. Il accapare la parole, il accapare l'argent, il accapare la vérité, et il ne les rend pas. Pour renverser le pouvoir en place, vous avez choisi la méthode fourbe plutôt que la méthode forte. Pas à pas, vous distillez du doute à tous les étages, auprès de tous. Dans cette interview donnée à Paris Match, vous déclariez « Mon métier, c'est de rendre les gens fous. Car à chaque fois qu'ils sont trop sûrs d'eux, je leur montre qu'il y a un petit paradoxe caché. Petit paradoxe caché, plus c'est gros, plus ça passe. Avec des petits paradoxes comme les vôtres, si ma grand-mère avait des roulettes, ce serait un tricycle. S'agissant du temps qui passe, vous déclarez, je vous cite, « Le temps, ça ne passe pas. Ça fait passer la réalité. Exactement comme le chemin chemine simplement. Mais il ne change pas. Comprenne qui pourra. » S'agissant de nos sens, vous avez une très belle formule. Le monde des sens ne dit pas l'essence du monde. Encore cette semaine, vous animiez une émission de radio où vous posiez ouvertement ces questions. Est-il vrai que les pies volent? Est-ce que les moutons sont des moutons? Étienne, très bientôt, vous pourrez vous interroger. Une porte de prison est-elle une porte de prison? Vous utilisez votre crédit scientifique pour vous foutre de nous, et vous ne vous en cachez même plus. Monsieur l'huissier, la projection, s'il vous plaît. Oh, qu'elle est belle, Proxima du Centaure! Mais 24 heures plus tard, vous avouerez avoir mis en ligne une image de tranche de chorizo. Celle-ci ayant eu le temps de faire le tour du monde et d'être partagée, likée, commentée par des millions de personnes qui avaient confiance en vous, qui donnaient du crédit à votre parole de scientifique. Vous brouillez les pistes en permanence. On ne sait rien et nous vous croyons. Nous vous suivons aveuglément. Vous nous trahissez avec de la charcuterie ibérique. Puis vous introduisez dans nos esprits ramollis par le doute des concepts délirants de physique quantique. Les particules quantiques traverseraient les murs. Ces particules sont indéterminées, rien à voir avec leur sexe, non, bien pire. Elles n'ont ni position, ni vitesse. Les barres de chocolat contiendraient une énergie de plusieurs millions de calories et le poids ne serait plus fonction de la masse, mais du champ de Higgs sur lequel nos corps se frottent au gré des fluctuations quantiques de l'univers. C'est à n'y rien comprendre, mais heureusement une crème quantique pourrait nous faire rajeunir. Non! Ça non!
vous tweetez immédiatement que la crème quantique, c'est de la connerie. Le monde quantique, c'est un monde sans repères, un monde sans espoir, un monde noir. Le monde quantique, c'est le Mordor. Et on le sait bien, on ne marche pas simplement dans le Mordor. Je n'y comprends rien, monsieur Klein. Personne ne comprend rien. Je suis perdu, j'ai froid, je frissonne. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai mangé pour la dernière fois. Je ne crois plus mes sens. J'ai jeté ma montre, j'ai jeté ma femme. La lune brille dans le ciel. Non, non. C'est une tranche de jambon San Daniel, 18 mois d'affinage. Aidez-moi, Étienne. Aidez-moi. Et voilà. Le fruit est mûr pour être cueilli. La France se donne à son dictateur. Coup d'état de fourbe, vous disais-je, sans armes, ni haine, ni violence. Étienne nous a mis dans un état de sidération et de dépendance absolue. Nous sommes prêts à lui remettre les pleins pouvoirs, mais par pitié, Étienne, par pitié, refaites du monde un lieu dans lequel nous pouvons croire ce que nous voyons. Et vous arrivez, frottant vos mains, que je sais petites et crochues, gentil vulgarisateur à la radio, vous êtes à l'écrit un vrai petit dictateur. J'en veux pour preuve votre tract, le goût du vrai. Une ode au totalitarisme qui n'a rien à envier au célèbre Petit Livre Rouge. Vous y reconnaissez que l'invocation du bon sens est en France une discipline olympique. Et pourtant, vous nous intimez de nous taire lorsqu'on ne sait pas, car pour vous, seuls les sachants d'un petit cercle d'initiés on voit au chapitre. Quelle arrogance, quelle suffisance. Votre cercle, ourdissant des complots contre les institutions de la République, se voyait déjà prendre le pouvoir, une oligarchie scientifique, dans laquelle vous seriez les seuls à disposer du droit de vote. Nous enchaînerions confinement sur confinement, confinement pour cause d'épidémie de grippe, confinement pour cause de canicule, confinement du 14 juillet, confinement pour changement d'heure, confinement pour confinement. Non, cela n'arrivera pas, Étienne. Car me voilà, en travers de votre chemin. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi, non. Car je suis bien trop con. Durant votre garde à vue, vous avez ri de moi. Vous avez ri de moi. Incapable de diviser 2 par 2. De dire ce qu'était un nombre premier. Mon ignorance m'a sauvé. Vous ne m'impressionnez pas, Étienne, car je ne comprends rien. C'est pour ça que tout à l'heure, c'est moi qu'on a appelé pour porter l'accusation. Un demeuré pour vous enfermer. Vous êtes à la tête d'un dangereux mouvement insurrectionnel et la Cour ne pourra que retenir votre culpabilité. Pour prendre le pouvoir, Étienne, vous étiez confronté à un problème de taille. Induire à un niveau de doute suffisant à un prix, celui de la recherche complexe et inutile. Ce n'était certainement pas la science d'Einstein qui vous permettrait d'arriver à vos fins. Einstein avait la science frugale, le cul littéralement vissé sur sa chaise Ikea à 29,99 €. Il fait les plus grandes découvertes du XXe siècle grâce à des exercices de pensée. Einstein trouvait beaucoup avec très peu. Vous deviez trouver très peu avec beaucoup. Pour alimenter votre travail de sape, vous deviez passer d'une science qui apporte des réponses à une science qui pose des questions, qui cherche, mais qui ne trouve plus rien. Le tonneau des Danaïdes des budgets publics. Et votre plus grand chef-d'œuvre à cet égard, c'est la conception du grand collisionneur de Hadron. Mais dis donc, Jamy, c'est quoi le grand collisionneur de Hadron ? C'est un accélérateur de particules à la frontière franco-suisse. Frontière franco-suisse. Ça pue la fraude. Un accélérateur de particules construit dans un tunnel circulaire de 27 km de long. C'est énorme, je sais. Le plus puissant jamais construit. Le plus cher jamais construit. J'ai ici la copie de la facture du grand collisionneur établie au nom d'Étienne Klein. Un grand collisionneur, pièces et main-d'œuvre, déplacement,
installation, retrait des déblais et autres débris de chantier. 8,9 milliards d'euros. Remplis de vide sur 27 km, ces tunnels voient 2 faisceaux de particules accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière pour se rencontrer et des particules émergent du vide. Ces particules, on les appelle des quarks, des pentaquarks, des tétraquarks, des quarks charmants, des quarks étranges, un peu comme des schtroumpfs. Et ces quarks apparaîtront peut-être, ou peut-être pas. En fait, on ne le sait pas vraiment, car la physique quantique est probabiliste et non pas déterministe. On sait dire selon quelle probabilité des quarks apparaîtront, mais on ne sait pas dire lesquels, et on ne sait pas dire quand. Bon, je vois à vos regards de batraciens par un soir de pleine lune que vous ne comprenez strictement rien à ce que je raconte. Rappelez-vous, c'est très exactement ce que souhaite l'accusé. Faisons une analogie avec cette salle. Monsieur l'huissier, voudriez-vous bien nous plonger dans une ambiance type grand collisionneur de hadrons? C'est le vide quantique ici. Le vide absolu. Vous êtes dans le grand collisionneur. Ce n'est pas drôle. Vous êtes en Suisse. Ce n'est vraiment pas drôle. Nous recherchons une particule, elle est là, elle flotte dans le vide quantique. Peut-être va-t-elle apparaître, peut-être pas. Nous lançons un premier cycle de grand collisionneur. Programme délicat, les particules accélèrent. À la 1, à la 2. Non, c'est complètement raté, ça c'est une porte. C'est une porte. On vient de cramer 2,4 millions d'euros et nous n'avons rien découvert. On ne se décourage pas. Nous relançons un deuxième cycle. Les particules repartent. Attention. Ah, non. Oui, non. Ça, c'est des caméras. Ça n'a aucun intérêt. C'est encore raté. C'est 4,2 millions d'euros dans le vent. Bon. Troisième cycle. Dernier essai. Les particules prennent le départ. Leur vitesse augmente. Étienne Klein se frotte les mains. Il pense à tout cet argent qui viendra alimenter le doute. Il pense à tous ces post-doctorants qui crieront sur rien du tout. La tension est à son comble. Oh, c'est formidable. C'est formidable, c'est formidable. On a un pentaquark Kurdian qui vient d'apparaître. Oh, quelle émotion! Quelle émotion! Nous savions qu'il y avait une probabilité non nulle qu'un Francis Kurdian se pointe à l'occasion d'une rentrée du barreau des Hauts-de-Seine. C'est formidable, nous allons pouvoir écrire un article scientifique au sujet de cette découverte qui ira rejoindre d'autres articles dans un tiroir et on le fermera à clé. Au revoir Francis, poussière quantique tu étais, poussière quantique tu redeviens. Beaucoup d'argent pour pas grand-chose donc. Non content de menacer la République, vous en assurez la ruine. Vous dilapidez des budgets faramineux dans des projets ruineux qui ne servent à rien, qui ne prouvent rien, ou si peu. Et en droit, Monsieur Klein, cela s'appelle un détournement de fonds publics. J'aurais aimé ce soir m'arrêter là. Peut-être que vous aussi d'ailleurs. Et non! Cette grande entreprise du doute vous permettait d'abattre une dernière certitude, ou devrais-je dire, une dernière possibilité. Une possibilité que vous jugiez incompatible avec la science, alors que jusqu'à maintenant, elles avaient cohabité peu ou prou en bonne intelligence. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de dérapage, mais entre nous, vous auriez pu faire preuve d'un peu plus de délicatesse, vous, les scientifiques. Heureusement, en ce temps-là, nous pouvions faire confiance à la probité
et au professionnalisme des inquisiteurs, qui travaillaient dans des conditions difficiles avec peu de moyens, rappelons-le. Vous avez tous compris l'affaire à laquelle je fais référence, Galilée contre ministère de la foi, avec constitution de partie civile de l'Association des Amis de la Terre plate, 1633. On est en pleine guerre de 30 ans, dans une société cimentée par la foi catholique. Nous sommes persuadés d'avoir été mis au centre de l'univers par un Dieu bienveillant, et si cela ne change pas sa vie, pour le pezzouille moyen, c'est une raison d'espérer. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose de mieux après la mort. Le Signore Galileo débarque et nous dit « Non, non, la Terre tourne autour du Soleil, nous ne sommes pas au centre de l'univers. » Cela ne change pas sa vie, mais pour le pezzouille moyen, cela veut dire que potentiellement après sa vie, il n'y a plus grand-chose. Et que depuis le début, en fait, l'Église se trompe. Alors, heureusement, vous disais-je, nous pouvions compter sur l'Inquisition, autre temps, autre mœurs. Et l'Inquisition savait faire changer les gens d'avis. À cette question, Monsieur Galilée, abjurez-vous l'idée selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, induisant par là même que l'Église serait à côté de la plaque? Celui-ci répond « Non, non, la Terre tourne autour du Soleil. » Têtu l'animal, mais pas bête. Lorsqu'il entend le son des bûches qu'on empile en plein mois d'août, dans la cour de sa prison, il comprend. À cette même question qui lui est de nouveau posée, il répond alors « Bah, qu'est-ce qui tourne autour de quoi? Tout est relatif. » Tout est dit. Tout est relatif. Ces trois mots résonnent comme un serment de paix et permettent à deux institutions, la science et l'Église, de coexister même si elles n'avancent pas à la même vitesse. Certes, l'Église aurait pu réhabiliter Galilée avant 1980. Pas la même vitesse, vous dis-je. Monsieur Klein, Einstein, que vous admirez tant, avait l'élégance de ne pas briser cet équilibre. Il déclarait croire en un Dieu spinozien, qui se retrouve dans l'harmonie de toutes choses. Mais pour vous, c'est impensable. La science doit être hégémonique. Il n'y a pas de place pour deux, il n'y a pas de place pour Dieu, peu importe le nom que l'on lui donne. Tout est relatif. Trois mots que vous haïssez. Dieu n'existe pas. Paul Dirac, père de la physique quantique, s'en gargarisait déjà. Dieu est mort et Dirac est son prophète, disait-il. Je ne plaide pas ce soir pour l'existence de Dieu, non. Je plaide pour qu'une possibilité demeure, pour que ceux qui le souhaitent puissent croire en un paradis qui leur sera plus doux, pour que ceux qui sont seuls le ressentent un peu moins. L'univers, selon vous, obéit à la loi du chaos. Il n'y a ni ordre, ni harmonie. Mais votre nihilisme vous a perdus. Il nous a perdus, tous. Vous n'avez rien proposé de mieux, pas de Jésus-quark pour nous guider. Vous avez remplacé les cathédrales par le plateau de Saclay, la certitude de Dieu par l'incertitude d'Heisenberg. Vous avez, dès le départ, planté la graine de votre propre échec. Plutôt que de vous suivre, chacun se constitue ainsi en petite société, suit de petits dictateurs, qu'ils aient raison ou tort, peu importe, pourvu qu'il y ait un cap. Et vous, vous n'en avez pas. Vous avez brisé nos certitudes et vous nous ne laissez que du doute. Dieu est mort, oui, et vous l'avez tué. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, face à des crimes d'exception, je réclame l'application d'une peine d'exception. Si la peine de mort a été de longue date abrogée, la physique quantique nous ouvre un nouveau champ de possibles. Ce soir, vous suivrez les réquisitions du parquet et vous condamnerez Étienne Klein à la peine de mort quantique.
tel le chat de Schrödinger. L'accusé sera enfermé dans une boîte. Une petite boîte. Et sur cette boîte, on y mettra un couvercle qui devra rester fermé. Dès lors, l'accusé restera à perpétuité dans un état de ni mort ni vivant, dans le respect à la fois du principe de la proportionnalité de la peine et de la Convention européenne des droits de l'homme. Je vous parlais tout à l'heure de votre intime conviction. Ne la laissez pas vous échapper ce soir. Merci, monsieur l'avocat général. Alors, on nous signale que nous venons d'atteindre le budget alloué à notre juridiction pour l'année 2024. La rigueur s'impose, maître. Pas certain que nous ayons de l'électricité pour aller jusqu'à la fin de votre plaidoirie. La parole est à la défense. Faites simple et court, maître, s'il vous plaît. Monsieur l'avocat général, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait entre nous, en tant que serviteurs de la justice, une certaine forme de solidarité. De toute évidence, j'ai parlé trop vite. Et je tiens à préciser, et notamment à l'attention de mon client, que si j'ai malencontreusement pu manifester à votre rencontre une quelconque bienveillance, c'était une erreur, et c'était avant d'entendre votre réquisitoire. Pour ce qui est de la sympathie que j'ai pu vous exprimer, permettez-moi donc de la retirer, et puisque vous avez l'air d'aimer les citations, permettez-moi de vous en proposer une à laquelle j'ai pensé en entendant votre réquisitoire. C'est une citation de Gaston Bachelard qui disait que faire de la physique, c'est penser contre son cerveau. Je crois, monsieur l'avocat général, que vous venez juste de faire de la physique. Et si je ne connaissais pas la qualité, je dirais, constante des services de votre parquet, j'en irais presque à croire qu'il y a là chez vous une certaine forme de jalousie. Oui, de jalousie. Jalousie d'un esprit médiocre, bien sûr, mais surtout jalousie d'un juriste allergique aux sciences dures, à l'encontre d'un homme qui, lui, sait compter 2 par 2. Alors même que je sais de source sûre, monsieur l'avocat général, qu'au moment de la computation des peines, vos services sous-traitent les additions les plus difficiles à vos collègues du parquet de Paris. Alors, je crois comprendre c'est un grand mot, que M. Klein est accusé de 3 choses. Et pour que vous puissiez les suivre, monsieur l'avocat général, je vais les compter sur mes doigts. Tout d'abord, vous accusez Étienne d'être un homme arrogant, ce qui est faux. Ensuite, d'être un hypocrite, ce qu'il est également. Et enfin, d'être un briseur de rêves, ce qui est vrai. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois qu'il est important de rappeler à la Cour les circonstances de l'interpellation de mon client. Vous savez comme moi, Madame la Présidente, comment ça se passe une interpellation? Ça se déroule au point du jour, où souvent en sursaut on se lève, éveillé par l'aurore ou par la fin d'un rêve, ou par un doux oiseau qui chante, ou par le vent, ou par les OPJ qui tambourinent à 6h du matin, alors que vous êtes en slip dans les bras de Morphée, et la facture de la porte, qui c'est qui va payer? Et pas la peine de hurler si fort, les voisins vont entendre. Et je vous jure, monsieur l'agent, je n'ai pas d'arme dans la poche. Je suis juste très heureux de vous voir. Étienne, lui, s'est fait cueillir au petit matin. Là où la police savait qu'elle le trouverait, à son 2e chez lui, dans un studio de France Culture. Oui, Étienne, au moment de son interpellation, était en plein podcast matinal sur les ondes du service public. Il parlait d'intrication quantique, il était parvenu à ce moment critique à propos de cette récente réussite du CERN, cette identification de notre équation d'un quark-top avec un anti-quark-top. Vous êtes bien entendu familière, Madame la Présidente, je ne vais pas vous faire l'injure de vous la restituer. Et Étienne était au paroxysme de son éloquence.
Dans sa bouche monocorde, les forces de l'univers s'assemblaient et se désassemblaient dans un enchevêtrement d'énergie cosmique. Et il se semblait dans ce bref instant que les lois de la physique et de l'homme ne semblaient faire plus qu'une. Peut-être allait-on pouvoir enfin réconcilier l'incomplétude de Gödel et la métaphysique de Kant. Il était à son plus vulnérable. Et puis plus rien. Les forces de police débarquent dans le studio. Le micro est coupé. On lui dit ses droits. On lui passe les menottes. Je n'étais pas là, bien sûr, mais de ce que je comprends en lisant le procès-verbal, Étienne, vous auriez plaisanté, ce qui n'est jamais recommandé dans de telles circonstances. Vous auriez dit, je cite, qu'il devait s'agir d'un quiproquo et que si la veille encore, au Collège de France, vous aviez, pour souligner la puissance de calcul des ordinateurs quantiques du CERN, parlé du grand nombre de qubits qui étaient générés, il n'y avait là aucune intention licencieuse. Et que s'il est vrai, je poursuis, et que s'il est vrai que sur le sujet, les opinions divergent, et que divergent, c'est énorme, alors, pour un qubit, n'y a-t-il pas matière, en fin de compte, à contourner l'étude des corps solides? Puis j'ai été appelé, j'étais de permanence ce jour-là, j'ai tout de suite vu dans les yeux d'Étienne que la boutade avait laissé la place au désespoir. Et comme chacun le sait dans notre métier, un client désespéré, c'est un client qui paye. Alors, nous avons signé la convention d'honoraires. Et puis me voilà, prêt à défendre un homme injustement accusé. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, sous le couvert des chefs de sédition que l'on prétend vous soumettre, le procès qui se tient ce soir n'est pas celui d'un homme, mais celui d'une idée. Derrière ces accusations d'atteinte à la démocratie, de gouvernement des scientifiques, se trouve en réalité une idée que d'aucuns trouveront périmée sans doute, éculée peut-être, une idée dont Étienne s'est fait le porte-voix, l'idée scandaleuse qu'avant de prendre la parole, il faut savoir de quoi on parle. Et c'est cela, n'en déplaise à monsieur l'avocat général, qui vaut à monsieur Klein de passer en cour d'assises ce soir. Alors on dresse devant vous le portrait audacieux d'un homme qui prendrait le monde de haut, qui opposerait les lumières des sachants au bruit et à la fureur de la plèbe, ce bruit et cette fureur qui font dire que le meilleur argument contre la démocratie, c'est encore 5 minutes de discussion avec un électeur. Des 3 chefs d'accusation que vous avez choisi de porter à l'encontre de mon client, c'est facilement le plus grotesque. Parce que quiconque a passé ne serait-ce qu'une heure avec Étienne et survécu, sait que c'est un homme particulièrement humble, un savant comme l'on n'en fait que trop peu, quelqu'un que l'on apprécie pour son intelligence, pour sa simplicité, surtout pour son intelligence, à vrai dire, mais également pour son humilité. Et je crois que cette humilité qui le caractérise provient du parcours de vie d'Étienne. Un parcours qui force l'admiration et qui est tout à l'opposé du portrait en arrogance que vous voulez dépeindre. Parce qu'Étienne Klein, et ça il faut le comprendre, c'est un homme parti de rien, c'est un homme arraché à la fange, un homme que rien ne prédestinait à devenir un grand nom de la science, un homme du peuple, comme vous et moi. Les éléments de personnalité sont à cet égard extrêmement clairs, le profil familial de mon client est éloquent. Né dans une famille de 7 enfants, c'est-à-dire de parents catholiques pratiquants. Le petit Étienne grandit dans un milieu humble, puisqu'il est issu d'une mère au foyer et d'un père ingénieur. Alors me direz-vous, mais ingénieur, c'est déjà un peu scientifique. Mais non, car s'il y a une chose qu'il faut comprendre avec les sciences, c'est que plus c'est utile et moins c'est prestigieux. Le mathématicien Laurent Schwartz le disait, les mathématiques, ça sert à faire de la physique. La physique, ça sert à faire des frigidaires, et les frigidaires, ça sert à mettre des langoustes pour nourrir les mathématiciens. Et dans les veines d'Étienne coule du sang de faiseurs de frigidaires. Alors que les savants, les vrais, ceux qu'on trouve à l'Académie des sciences, ceux-là font des mathématiques et mangent des langoustes. Et Étienne est allergique aux fruits de mer. Ensuite vient l'éducation. Vous n'avez pas mentionné, monsieur l'avocat général, mais mon client a fait ses études dans l'enseignement public, puisqu'il a fait Louis le Grand. Ce qui démontre l'attachement familial à la carte scolaire et à l'égalité des chances. Encore un élément favorable, Madame la Présidente. Après son bac, il poursuit dans l'humilité et décide de se contenter de peu.
puisqu'il décide sciemment d'échouer au concours d'entrée à Polytechnique et Normale Sup afin de ne pas éclabousser ses petits camarades, et il se contente de faire Centrale, où il fait, je vous le donne en mille, et oui, des études d'ingénierie. Alors oui, bien sûr, ensuite, il a obtenu ses lettres de noblesse, oui, il a obtenu des diplômes en physique théorique, mais pour le Gotha, ce sont des choses qui ne trompent personne, monsieur l'avocat général. Un doctorat en philosophie des sciences, mais parmi ces gens-là, ça ne fait pas illusion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on lui refuse toujours à ce jour l'entrée à l'Automobile Club. S'il y avait, je vais vous dire, s'il y avait un premier prix d'humilité, c'est à Étienne qu'on le donnerait. Et il le refuserait tout de suite pour le donner à quelqu'un d'autre. Alors, peut-on vraiment parler d'arrogance quand on parle d'un homme aussi humble, aussi douloureusement conscient, et ça il me l'a confié dans un moment de faiblesse, que longtemps après son départ de cette terre mortelle, son principal legs à la postérité sera une tranche de chorizo, publiée sur Twitter et décrite comme la photo de Proxima du Centaure. J'ai ici un sondage publié dans le Figaro, Madame la Présidente. Quand on interroge 100 personnes sur ce qui les a le plus marqués chez M. Klein, 7 parlent de sa contribution à l'épistémologie des sciences. Ceux-là, ce sont ses proches, et moi, parce qu'il me paye. 37 répondent de la tranche de chorizo, et les 56 restants, sans exception, parlent de ces tableaux bleus de Klein, exposés au Palais de Tokyo. Et je sais de source sûre que ce soir, plusieurs personnes sont entrées dans la salle avec dans leur sac à main, pour le faire dédicacer, un échantillon de charcuterie espagnole. Mesdames et messieurs les jurés, M. Klein sait pertinemment que pour ce qui est de la trace qu'il laissera dans l'histoire de l'humanité, il n'arrivera jamais qu'à la cheville des grands penseurs de notre temps. Il nourrit un énorme complexe d'infériorité vis-à-vis de ses Rivelini. Et c'est de cet homme que vous voudriez faire un oligarque en puissance. Mais enfin, Madame la Présidente, s'il y avait un gouvernement des savants, il serait le dernier à en faire partie. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il révèle leurs secrets. Oui, M. Klein n'est pas un savant comme les autres, c'est un savant qui parle en public, qui parle trop. Rien que l'année passée, nous avons déjoué 3 tentatives d'enlèvement de la cabale des physiciens quantiques parce qu'Étienne en avait trop dit. Il parle sans se gêner de l'équation de Dirac, il vulgarise le théorème de Fermat, il donne des conférences ouvertes au public au Collège de France, et il tente même de faire rentrer dans vos cerveaux rétifs les notions les plus élémentaires de la physique quantique. Tous les secrets de la science, surtout les mieux gardés, il les révèle à qui veut les entendre. M. Klein est un traître à cette caste scientifique dont vous voudriez nous faire croire qu'il est l'un des grands prêtres. Pourquoi croyez-vous que mon client soit amateur d'escalade en zone alpine? Mais parce que c'est un Prométhée moderne qui a escaladé l'Olympe pour ramener aux mortels le feu de la connaissance. Et vous, ingrat que vous êtes, vous le mettez au pilori, vous l'injuriez en place publique, mais vous devriez ériger des statues à son effigie. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il a le pire des défauts, le défaut impardonnable, surtout pour un Français. Parce qu'il prétend savoir mieux que vous ce dont il parle, et parce qu'il a souvent raison. Et ça, c'est intolérable, car le présupposé implicite de toute discussion de café du commerce, c'est qu'on est entre gens également éclairés, c'est-à-dire pas du tout. Et c'est pour ça que vous faites fausse route. Étienne, lui, est un vrai démocrate. Il ne peut pas vouloir faire fermer les cafés du commerce, parce qu'il en est le principal contributeur. Des millions de Français l'écoutent tous les jours, des millions de Français qui, chaque semaine, grâce à Étienne, se retrouvent au PMU pour parler intrication quantique, alors que dans le fond, ils n'y comprennent rien, parce que c'est leur droit. Étienne est comme un bol de cacahuètes qui réunit les mains d'inconnus autour de la physique, de l'atome et de la bière. Oui, oui, on peut parler en même temps de supersymétrie et de superboc. Oui, oui, on peut évoquer l'énergie noire au-dessus d'une bière blonde. Les vrais antidémocrates, ce sont ceux qui, du haut de leur chair, ne tolèrent pas que Fredo le routier écoute France Culture dans son camion entre Zagreb et Rungis et fasse le plein de Klein à la station-service, alors que eux, avec leur bac +8, sont bien en peine d'expliquer la différence entre force centrifuge et force majeure. Ceux qui ne tolèrent pas que l'on discute atome entre un picon bière et 2 tiercés gagnants. Monsieur l'avocat général, le seul oligarque ici, c'est vous.
Passons ensuite à l'accusation de détournement de fonds publics. Et pour ce faire, j'aimerais rappeler les circonstances dans lesquelles j'ai rencontré Étienne, en cellule, après son interpellation. On l'a dit un peu plus tôt ce soir, mais nos bâtonniers ont visité à de nombreuses reprises les lieux de privation de liberté dans notre ressort au cours des dernières années, et ils ont témoigné des conditions sordides dans lesquelles se trouvent nos détenus. Et c'est dans un de ces bouges que j'ai rencontré le prévenu pour la première fois, Madame la Présidente. Dans un de ces trous minuscules de béton et d'acier, où la lumière ne rentre pas, où l'eau courante est au mieux ponctuelle, où la douche est hebdomadaire, où les matelas sont posés à même le sol dans des cellules surpeuplées, couvertes de cafards. J'ai là plusieurs photos, Madame la Présidente. Elles sont versées au dossier et elles donnent le vertige. On y voit clairement Monsieur Klein partager une pièce avec 3 autres R aussi mal nourris que lui, aussi épuisés par les épreuves de la détention. On voit les murs qui suintent, le plafond qui tombe en ruine, les microscopes couverts de graisse. Et oui, je suis en train de vous décrire le laboratoire d'Étienne au CEA. Alors d'accord, Einstein n'avait pas besoin d'accélérateur de particules, mais au moins il avait l'eau courante. Parce que s'il y a une chose de claire ce soir, c'est que le ministère public n'a jamais mis les pieds dans un laboratoire de recherche français. Moi, j'y ai été. Et je peux vous dire qu'à côté du CNRS, les baumettes, c'est de la gnognotte. Et qu'il suffit de se rendre au CEA pour se rendre compte que de Centrale à Fresnes, il n'y a qu'un pas. C'est encore pire que les rumeurs. Tenez par exemple, contrairement à ce à quoi je m'attendais à la sortie du métro, je n'ai pas été abordé par un seul post-doctorant agitant son gobelet pour demander des financements. Pourquoi donc? Mais c'est parce qu'ils sont tous morts de faim, Madame la Présidente. Et à regarder la ligne d'Étienne, c'est clairement pas lui qui a mangé le budget. Mon client se nourrit des graines qu'il trouve au fond de son frigo. C'est un ascète qui se nourrit de nombres et clairement pas les plus grands. Quand j'ai déjeuné avec lui, et c'est une anecdote véridique, il était mal à l'aise à la deuxième entrée, j'ai dû finir son caviar. Et quand je lui ai proposé une limo pour venir ici, il m'a dit qu'il viendrait à vélo. Si détournement de fonds il y a, il ne finit clairement pas dans la poche de mon client. Et je produis d'ailleurs au dossier mes 9 relances d'honoraires, c'est la code D44, Madame la Présidente. Vous constatez qu'il y en a quand même pour pas loin de 37 000 € d'impayés. Mais la question que pose Monsieur l'avocat général est légitime. Pourquoi dépenser 9 milliards dans un accélérateur de particules, alors que quand Einstein tape dans une poubelle, 2 équations en tombent? Mais c'est parce que la recherche, elle a changé, Monsieur l'avocat général. Newton avait la tâche facile. Alors oui. Quand vous êtes le premier en 5 générations à savoir écrire, et que la moitié de vos contemporains sont morts du choléra à l'âge de 25 ans, et oui, forcément, c'est facile de faire le malin en prétendant que la direction de la chute des pommes constitue une grande découverte scientifique. Mais de nos jours, une vraie grande découverte, c'est 10 milliards minimum. Et s'il n'y a pas de résultat, c'est simple, c'est parce qu'on a rogné sur le budget. Prenez votre grand collisionneur de Hadron, par exemple. Étienne, il a fait ce qu'on lui demandait de faire. On lui a confié un budget, et il a serré la vis, il a négocié les coûts. Alors oui, quand on remplace Bouygues Construction par Ramirez BTP, quand la décennale ne prend pas en charge au-dessus du milliard, oui, forcément, il peut y avoir des petits problèmes de performance. Estimez-vous heureux que votre accélérateur n'ait coûté que 9 milliards, parce qu'il en fallait le double? Et puis surtout, soyons sérieux un instant, entre nous, le projet était clairement sous-dimensionné. 27 km, mais c'est beaucoup trop peu. C'est simple. Le prochain fera 100 km. Et il coûtera 90 milliards. Et cette fois-ci, nous en aurons pour notre argent. Et j'en arrive enfin à la pièce maîtresse de l'accusation. Cette accusation de meurtre. Parce que mon client, non content de vouloir renverser la forme démocratique et républicaine de notre gouvernement, non content d'avoir vidé les forces vives de la nation en investissant notre PIB durement gagné en accélérateur de particules, aurait été parti à un complot gigantesque, visant à abattre le démiurge en 1883 avec la complicité de son acolyte, que nous appellerons Friedrich N. Et je dois dire, monsieur l'avocat général, que votre récit est prenant. À vous entendre, on imagine clairement mon client, sous le couvert d'une balade alpine, se faufiler jusqu'au l'accélérateur de particules, sauter dedans, remonter dans le temps, se retrouver au bord d'un lac suisse, planter un couteau aiguisé entre les omoplates du créateur, confier l'arme du crime à son acolyte, le fameux Friedrich N, remonter dans le temps à l'envers, se retrouver dans son laboratoire, et voilà, le crime parfait. Mais vous avez oublié quelque chose d'important, monsieur l'avocat général.
quelque chose qui va détruire votre accusation. Et ce quelque chose, c'est... Une seconde. Mais non. Alors Étienne, je suis un petit peu embêté, parce qu'en fait, l'accusation tient la route. Pour mes honoraires, on en parlera plus tard. Non, écoutez, voilà, je suis un petit... Non, attendez. Attendez une minute. Mais oui. 2024, moi 1883, 8 je retiens 3, j'ajoute 5. Mais oui, monsieur l'avocat général, les faits sont prescrits depuis 111 ans. Ah, vous êtes content de m'avoir, Étienne, là. Monsieur l'avocat général, vous n'avez peut-être pas les maths infuses, mais vous avez la métaphore lourde. Et je vois bien ce que vous tentez désespérément d'exprimer par ces éructations que vous ne comprenez pas vous-même. Je vois ce que vous insinuez derrière ces accusations grand-guignolesques. Et je dois dire en toute honnêteté qu'il y a là quelque chose de vrai. Et je fais référence bien sûr à l'aveu de votre coupable, le fameux Friedrich N., et je cite sa reconnaissance de culpabilité écrite, également versée au dossier. Je cite « Dieu est mort, et c'est nous qui l'avons tué, vous et moi, nous sommes tous ses meurtriers. » L'aveu me semble clair. Si Dieu est mort, ce n'est pas du fait de mon client. Tous dans cette salle ce soir, nous avons eu la main au crime. Et c'est pour cela que votre dernière accusation fait mouche. Parce qu'il est vrai qu'Étienne et tous ses semblables avec lui a quelque chose d'un briseur de rêve. Dans les temps très anciens, il y avait dans le ciel au-dessus de la mer des constellations, dans lesquelles les marins perdus au large pouvaient voir les signes d'un cosmos bienveillant qui les ramènera à bon port. Maintenant, les cieux sont muets et les constellations font partie d'un folklore que nous avons depuis longtemps oublié. Maintenant, dans le parfum de la terre sous la pluie, il n'y a plus de mystère. Il y a un composé chimique formé de sulfure de diméthyle et de méthylisobornéol que l'on appelle le pétrichor. Et dans nos souvenirs qui s'enflamment à la mémoire d'un premier baiser, il n'y a plus la longue nostalgie de ces années qui passent, mais l'excitation combinée de notre hippocampe et de notre cortex périrénal, jusqu'à ce que l'on apprenne dans quelques années qu'en fait c'était l'inverse, et qu'il faudra tout réapprendre. Oui, le monde était sans doute plus beau quand il était plus simple, et il était plus sûr quand il se trouvait derrière des cieux nocturnes une figure maternelle pour venir nous border. Quand chaque soir était rythmé par les échos d'une même chanson, vieille de millénaires. Cela fait si longtemps, semble-t-il, que l'on nous a arraché cela. Et ce qu'on nous offre en échange nous paraît, au fil des années, être chaque fois plus amer. Parce qu'il est vrai qu'autrefois, il y avait dans la science un avant-goût d'espoir, et que maintenant, derrière chaque nouvelle découverte, il y a une nouvelle crainte. Le monde semble plus dur, plus nu, plus adulte. Alors oui, M. Klein est coupable. Coupable d'avoir été naïf, coupable de croire à la vulgarisation, coupable de croire que les gens seraient à la hauteur, qu'ils seraient prêts à regarder le monde en face. Et je le veux coupable ainsi. Je veux mon client coupable d'espérer, de garder foi en l'homme, car s'il rejoint à son tour le rang des innocents, s'il est blanchi de ce crime ce soir, alors je crains bien qu'il ne nous reste plus beaucoup d'espoir en ces temps sombres. Mon prédécesseur l'a dit ici même, à l'endroit précis où je me trouve. La raison, c'est le chaos, l'effondrement. C'est l'inflation, les restrictions, le réchauffement climatique. La raison, ce sont les guerres et les massacres. Ce sont nos libertés qui s'amenuisent. La pensée qui se simplifie, s'homogénéise, disparaît. Mais la raison, c'est également refuser l'illusion et le confort pratique des idées préconçues. C'est se prémunir contre la facilité du mensonge commode. C'est affronter le monde tête haute, regard clair. C'est face aux clameurs et aux injustices de la foule, être le dernier debout sur scène. C'est voir devant soi le travail à accomplir et se dire qu'on n'est pas de ceux qui abandonnent. Puissions-nous ne jamais être innocents de cela. Alors, il a beaucoup été affaire d'incertitude ce soir. Et Emmanuel Kant a dit que l'intelligence d'un individu se mesure à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. Notre époque, emplie d'incertitudes, est celle qui éprouve le plus l'intelligence. Les
Les soubresauts de notre âge sont ceux de l'âge trouble de l'adolescence. Et je prie pour qu'après des millénaires, dans le giron de force plus grande que nous-mêmes, nous puissions retrouver en nous ce que nos ancêtres voyaient dans le ciel nocturne. Mais pour ce faire, il nous faudra un guide. Étienne, en plaidant devant vous ce soir, j'ai compris votre message. Oui, tout est clair, enfin, les signes étaient tous là, devant nous, si évident. Vous, l'ascète qui descendez de l'Olympe pour rallumer les flammes du savoir après des siècles d'obscurantisme, vous n'êtes pas Prométhée, vous êtes un prophète. Et vous aviez raison, c'est un astre nouveau que vous avez découvert. Un astre d'illusion. Ça n'était pas Proxima du Centaure, mais vous avez découvert une nouvelle étoile. Alors regardez tous cette étoile qui se lève, ce cercle d'illusion. Le moment est venu d'abattre vos idoles. Levez-vous, levez-vous, foules innombrables. Allumez vos lanternes et que s'achève enfin le crépuscule des dieux. Merci, maître. Bien. Accusé Étienne Klein, vous avez, comme il se doit, la parole en dernier. Vous avez aussi le droit de garder le silence, à supposer que cela soit une bonne stratégie de défense. Ouais, attention, vous pouvez aussi, dans un choix peut-être plus quantique, décider, enfin, de ne ni parler, ni vous taire. Je vous laisse voir. Maître, je vous remercie pour votre défense brillante. Je pense qu'elle est suffisante. Je pourrais ne rien ajouter. Mais ça a été dit, je parle trop, donc je vais continuer à le faire. Monsieur l'avocat général, je ne peux pas être d'accord avec vous. Parce que si j'étais d'accord avec vous, on serait deux à avoir tort. Il y a quelques années, j'ai lu un roman de Friedrich Dürrenmatt, publié en 1956, qui s'appelle La Panne. Et ça m'a fait penser à cette soirée d'aujourd'hui. C'est l'histoire d'un monsieur représentant textile, assez riche, qui roule dans une belle voiture en Suisse et qui tombe en panne d'essence dans un petit village. Il n'y a pas de place d'hôtel disponible, il est accueilli par un avocat à la retraite qui lui propose, avec deux de ses copains, dont l'un est un ancien bourreau, de lui faire un procès fictif. Il accepte, parce qu'il est innocent en toute chose, mais il y a beaucoup d'alcool, le repas est copieux, et au cours du procès, on finit par découvrir qu'il est coupable de plein de choses. Il y a 3 versions d'ailleurs de cette pièce. Dans l'une, le fameux monsieur qui s'appelait Alfredo Traps se suicide, tellement les accusations sont à la fois lourdes et vraies. J'avais un peu peur que ça m'arrive. Mais en fait, pas du tout. Et d'ailleurs, je tiens à me dire que si je suis condamné à mort, même si cette mort est quantique, je ne vois pas trop ce que ça change, mais si au moment de m'amener à... C'est quoi, c'est une guillotine, c'est une pendaison? À la boîte, oui. J'imagine qu'avant d'y entrer, on me demandera ma dernière volonté. Tout à fait. Et dans ce cas, je répondrai apprendre le mandarin, ce qui devrait me donner un certain sursis. N'étant pas très doué pour l'apprentissage des langues étrangères. J'ai trouvé aussi que dans votre propos, il y a beaucoup de phrases, beaucoup d'éloquence, mais beaucoup de vacuité aussi. C'est-à-dire que l'abondance de la mitraille verbale ne compense pas l'imprécision du tir. Et vous avez oublié quelque chose de fondamental, qui est que on peut tout à fait être hors la loi, et là je parle des lois juridiques, en respectant les vraies lois physiques. Je vous donne un exemple. Imaginez que
un jour vous preniez le TGV sans billet. Donc vous êtes hors la loi. Enfin, hors la loi de ce monde. Et si le contrôleur vient vous demander votre billet, vous lui dites je n'en ai pas, et il va vous menacer d'une amende. Mais vous pouvez lui dire écoutez monsieur, j'ai été au lycée, j'ai appris le principe de relativité énoncé par Galilée au XVIIe siècle. Que dit le principe de relativité? Il dit que le mouvement est comme rien. C'est-à-dire que quand on est en mouvement, tout se passe exactement comme si on n'était pas en mouvement, à condition que le mouvement soit rectiligne et uniforme, en ligne droite à vitesse constante. Et vous dites au contrôleur, ben voilà, le mouvement est comme rien, je ne vois pas pourquoi j'aurais à payer un billet. Évidemment, vous pourriez, le contrôleur pourrait vous avoir en vous disant, mais si le mouvement est comme rien, ça veut dire que l'immobilité est comme un mouvement, donc payez. Il faut donc vous préparer à cette éventuelle parade. Vous avez dit aussi une chose absurde. Vous avez dit, en rappelant Galilée une nouvelle fois, vous avez dit la Terre tourne autour du Soleil. Mais quand vous dites ça, vous laissez entendre que le Soleil c'est un centre particulier. Or, la vraie relativité, celle d'Einstein, dit que tous les référentiels sont équivalents. Il y a une démocratie des référentiels. Et donc, il n'y en a aucun dont vous puissiez dire qu'il a un statut différent des autres. Donc, quand vous dites la Terre tourne autour du Soleil, vous privilégiez le référentiel du Soleil, ce qui contrevient au principe de la relativité, puisque le Soleil il tourne autour du centre de la galaxie, qui lui-même tourne autour d'autres galaxies. Et donc, vous n'avez pas tenu compte des progrès de la science, alors même que vous dites que la science ne fait pas de progrès. Je vous laisse réfléchir à cette contradiction. Et puis, vous ressassez cette phrase, tout est relatif. Mais si tout était relatif, il serait relatif que tout est relatif. Bref, vous m'accusez d'avoir tué Dieu au motif que l'accélérateur de particules aurait fait des découvertes qui nieraient son existence. Mais non, on ne l'a pas tué. On a simplement éclipsé son éclat. Et d'ailleurs, l'accélérateur de particules a pour anagramme éclipsera l'éclat du Créateur. Voilà. Vous dites... Le pompon, c'est quand même quand vous parlez du ciel. Le ciel qu'on présente comme un lieu calme, où règne l'ordre, qui inspire les philosophes, qui indique comment bien penser. Mais grâce à nous, accélérateurs de particules, mais surtout télescopes spatiaux, on peut démontrer qu'il se passe dans le ciel toutes sortes de choses qu'on ne voit pas avec nos yeux, et que le ciel est un endroit d'une extraordinaire violence. Il y a des trous noirs, il y en a partout. Il y a un trou noir dans le centre de la galaxie. On a même vu des trous noirs qui sont là quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang, avant même l'apparition des premières galaxies. On a vu des galaxies noires, on voit des fusions de trous noirs qui engendrent des ondes gravitationnelles, des quasars. C'est un monde extrêmement violent. Et donc, en le présentant comme vous l'avez fait, vous êtes victime d'un leurre qui dure depuis des milliers d'années et que grâce à nous, nous avons pu identifier et corriger. Enfin, je trouve que dans ce tribunal, il y a beaucoup de... Vous parliez de doute, mais en fait, c'est plutôt de la certitude qu'on entend. Vous avez parlé des mathématiques. Il y a quand même une grande question à propos des mathématiques. C'est est-ce que les mathématiciens les découvrent ou est-ce qu'ils les inventent? Est-ce que les mathématiques relèvent d'une construction ou est-ce qu'ils relèvent d'une découverte? Est-ce que les mathématiques sont déjà là et on les explore ou est-ce qu'on les construit à mesure qu'on avance? Si vous pensez qu'elles sont déjà là, vous êtes platonicien. Si vous pensez qu'on les invente, vous êtes ce qu'on appelle un constructiviste. Qu'on appartienne à l'une ou l'autre de ces deux écoles, ça ne change rien à la façon de faire des mathématiques. Mais il y a une exception. Et vous en avez parlé, il y a le théorème de Gödel. Le théorème de Gödel dit, ma défense étant suffisante, je vais m'arrêter sur cet exemple. Je
pense avoir convaincu tout le monde. Mais le théorème de Gödel dit que toute axiomatique basée sur l'arithmétique contient au moins une proposition indécidable. Et en fait, cet énoncé doit être modifié selon qu'on est platonicien ou constructiviste. Si on est platonicien, on dira que toute axiomatique contient une proposition qui est à la fois vraie et indémontrable. Et si on est constructiviste, on dit qu'elle est indécidable, c'est-à-dire que son statut de vérité n'est pas déterminé. Et un jour, il y a eu un débat entre un platonicien et un constructiviste. Le platonicien, c'était Alain Kohn, grand mathématicien. Le constructiviste, c'était Lichnerowitz. Et Lichnerowitz a dit à Kohn, mais qu'est-ce que ça veut dire une proposition vraie et indémontrable? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'elle est vraie alors qu'elle est indémontrable? Et Kohn a répondu en prenant l'exemple d'un tribunal. Il dit, dans un tribunal, il y a des pièces à conviction qui sont l'équivalent des axiomes. Si les pièces à conviction démontrent tel ou tel fait, on dira que ce fait est vrai. Mais si vous êtes un platonicien, ça veut dire qu'il y a à l'extérieur du tribunal des faits qui sont vrais, mais qui ne peuvent pas être démontrés à l'intérieur du tribunal. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a... Non, c'est vrai, je suis un peu perdu là. Je suis dans un flou quantique tout à fait explicite, mais quand même, vous avez certainement vu un film, puisque ça parle d'un procès, qui s'appelle Anatomie d'une chute. Eh bien, ça raconte exactement ce que je viens de vous dire. Et que dans le cadre du tribunal, on ne peut pas démontrer la culpabilité de l'accusé, mais en fait, on suppose qu'il y a un extérieur au tribunal. Il y a des choses qui sont passées que le tribunal ne peut pas identifier, en tout cas ne peut pas considérer comme étant vraies. Et donc, d'une certaine façon, à l'intérieur même du tribunal, il faut décider de la vérité de choses qui ont eu lieu, mais pour lesquelles on n'a pas de preuves. Et je considère que dans les quelques accusations pour lesquelles vous avez été, à mon égard, particulièrement sévère, les preuves manquent cruellement. Bon, je crois que le temps n'existant pas, le temps n'existant pas, je peux arrêter, quoi. La Cour se retire pour délibérer. Je n'ai rien compris. Ils nous prennent pour des débiles, mais qu'est-ce qui m'a agacé? Non mais franchement, qui connaît Paul Dirac et Richard Feynman? Et sa théorie de l'indétermination, mais une arnaque. L'authentique escroc quantique, ni vivant, ni mort, ni auteur, ni victime, ni coupable, ni innocent. Ouais, enfin quand même, attendez, il a pris des exemples quand même assez simples. Tiens, le théorème de Gödel, là, c'est simple, enfin. Et puis l'équation de Dirac, enfin, quand même. Simple théorème de Gödel. On voit que t'es d'un gros cabinet, toi. Fabien, c'est sûr que nous, on fait pas assez de chiffres pour tout comprendre, hein. Accusé, la Cour, après un délibéré quantique, vous déclare à la fois coupable et innocent. Alors, attention, vous avez déclaré en physique, il n'y a pas eu de révolution depuis un siècle. Vous avez dit cela. Au regard des budgets qui vous sont consacrés, la Cour vous fait donc injonction de faire une grande découverte dans les 5 prochaines années. Et attention, à défaut, vous irez casser des atomes là-bas, à Cayenne. Mais la Cour ne veut entendre parler ni de qubits, ni de chorizo. Une vraie grande découverte, monsieur Klein. Allez au boulot, l'audience est levée.
Nous déclarons close la 36e rentrée de la conférence du barreau des Hauts-de-Seine.